Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, manifestations sous tension en Guinée-Bissau. Des manifestations pour réclamer le report de la présidentielle du 24 novembre. Un militant de l'opposition a été tué et plusieurs autres ont été blessés. La stratégie de diversification économique commence à porter ses fruits en Mauritanie. Le taux de croissance devrait dépasser les 6% en 2020, grâce notamment à la croissance du PIB non extractif. Et puis, la poésie, un foyer de cohésion sociale. C'est sous ce thème qu'a été organisée la 3e édition du FIPA, le Festival international de la poésie d'Abidjan. Le Grand Prix a été décerné à l'écrivain Maker Eti. Situation tendue en Guinée-Bissau. Un militant de l'opposition a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés ce samedi lors de manifestations de l'opposition. Manifestations organisées pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter des fraudes lors de l'élection présidentielle fixée au 24 novembre 2019. Une option rejetée par le gouvernement qui redoute que cela entraîne un report de l'élection alors que la communauté internationale insiste sur le respect du calendrier électoral. À Ménédi. En Guinée-Bissau, un militant de l'opposition a perdu la vie dans le cadre de la marche organisée par les principaux partis et candidats au scrutin du 24 novembre 2019 dont le report est réclamé. Une situation qui intervient dans un climat sociopolitique tendu où José Mario Vaz, le président sortant, exclu de son parti, se présente en candidat indépendant alors que son mandat s'est officiellement achevé le 23 juin 2019. Il y a eu des milliers de manifestants. La police est intervenue rapidement pour empêcher justement ces manifestations. Les organisateurs disent avoir été organisés, ce que dément le ministère de l'Intérieur. Mais la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme a même condamné cet acte qu'elle a considéré de barbare et ignoble. Un appel à manifester avait été lancé pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors de la prochaine élection présidentielle. Cette révision, refusée par le gouvernement dirigé par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, entraînerait un report du scrutin alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral. Aujourd'hui, on est face à une situation qui veut que ces élections soient reportées, mais le problème c'est qu'il y a une crise de confiance et cette crise de confiance est partout palpable. Nous ne savons pas exactement ce que nous réserve demain. Les partisans du mouvement pour l'alternance démocratique, du Parti de la rénovation sociale, du président sortant, José Mario Vaz et de l'ancien premier ministre Carlos Gomez entendent dénoncer le projet de renforcement de la force d'interposition de la CEDEAO ainsi que le manque de transparence dans la gestion du processus de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre 2019. C'est le 4e candidat enregistré auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Abdelmajid Tebboune, ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, a déposé ce samedi son dossier de candidature à la présidentielle prévu le 12 décembre, mais massivement rejeté par la rue. Une candidature déposée 12 heures seulement avant l'expiration du délai. Notons que Abdelmajid Tebboune avait été limogé de son poste en 2007 après avoir engagé un bras de fer contre certains caciques de l'ancien régime. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accompagne le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. En septembre 2019, lors d'une rencontre des chefs d'État de la région à Ouagadougou, un plan d'action prioritaire de lutte d'1 milliard de dollars a été adopté. Les modalités de ce plan à établir sur 5 ans seront entérinées lors d'un prochain sommet prévu en décembre 2019 à Abuja. Mais avant cette date, les chefs militaires de ces pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont se réunir en novembre. Siam Le Victoria Sedi. Pour accélérer la lutte contre le terrorisme, l'Union économique et monétaire ouest-africaine compte mobiliser des troupes dans les zones frontalières de ses pays membres. Le 11 novembre, les chefs militaires des pays de l'Union se réuniront pour définir les contours de cette action. En septembre 2019, à Ouagadougou, rappelons que les présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient promis une plus grande solidarité au G5 Sahel. Avec la CEDEAO, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de capacité en termes de négociation parce qu'il va y avoir des États comme le Nigeria,
est arrivé à voir la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Sénégal. On est sûr qu'avec les moyens qui sont mis en place, cette nouvelle dynamique normalement devrait pouvoir faire avancer les choses. Sur les 15 pays membres de la CEDEAO, près de 10 sont menacés par le terrorisme, dont 3 pays membres du G5 Sahel. La CEDEAO veut désormais aborder la question très différemment, bien que les États en question ne vivent pas de la même manière la menace. Et tous adhèrent au principe de l'urgence. Une opération conjointe d'envergure est annoncée au plus tard à la fin 2019 ou début 2020. Nous voulons déterminer des zones comme la zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger, où nous allons faire des manœuvres conjointes, des présences solidaires qui vont nous permettre d'occuper l'espace, réduire l'espace des terroristes et permettre aussi à ces armées qui sont en proie à des attaques quotidiennes de souffler un peu. En septembre 2019, la CEDEAO a adopté un plan d'action d'$1 milliard pour la période 2020-2024 afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme. Il faut dire que ces 4 dernières années, 2200 attaques ont eu lieu dans le Sahel, zone dans laquelle les moyens de lutte sont très limités. Où investir en 2020 ? Eh bien, selon le dernier rapport Doing Business, Maurice est désormais la 13e économie la plus propice pour les affaires à travers le monde. Une première pour un pays d'Afrique. 20 autres économies du continent ont été classées parmi les élèves en progrès. Et le progrès le plus spectaculaire est celui du Togo. Tour d'horizon avec Ange Bijou-Nomenyo. Le climat des affaires a quelque peu régressé sur le continent africain. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne a été l'une des régions les moins performantes en termes de facilité des affaires. La zone s'en est sortie avec un score moyen de 51,8, bien en deçà de la performance des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique et de la moyenne mondiale. Les indicateurs de performance que les Occidentaux ont développés, y compris pour l'Afrique, sont à mon avis teintés d'une composante diplomatique. Et très malheureusement, c'est eux qui déterminent la règle, c'est eux qui déterminent les critères. Ça ne permet pas nécessairement aux Africains d'avoir le placement qu'il faut. Je pense qu'il faut de plus en plus stimuler des indicateurs de performance africains et éventuellement des classements africains. Dans le top 10 des pays les plus réformateurs figurent 2 Africains, à savoir le Togo et le Nigeria. Cette performance représente un recul par rapport à l'édition précédente où 5 pays africains figuraient dans le top 10 des pays ayant mis en œuvre le plus de réformes. Mais par contre, il y a une chose qu'on reproche à l'Afrique et elle est récurrente, c'est toutes ces questions de corruption, mais également les retards sur l'informatisation. Ça pourrait être des éléments, si on désire toujours être bien classé sur ces indicateurs, sur lesquels il faudrait agir. L'Afrique subsaharienne a été la région qui a mis en œuvre le plus grand nombre de modifications réglementaires, réduisons le montant du capital minimum pour lancer une entreprise. À cela s'ajoute l'amélioration du temps et du coût de raccordement à l'électricité ou encore l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit. Les voyants économiques sont au vert en Mauritanie. Le ratio dette extérieure produit intérieur brut a baissé alors que les réserves de change ont augmenté, permettant aux autorités d'envisager une croissance de 6% en 2020, notamment grâce à des ajustements budgétaires et à la croissance du PIB non extractif. Plus de précisions avec Aïssatou Bari et Ange Bijou-Nomenyo. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mauritanienne affiche de bonnes performances qui, à travers des ajustements budgétaires et des réformes structurelles, ont permis de rétablir la stabilité économique du pays. Des réformes qui se sont traduites par l'accélération de la croissance qui s'est établie à 3,6% en 2018 et 6,9% prévu en 2019, revue à la hausse par le Fonds monétaire international. C'est vrai que c'est un peu désertique, c'est bizarre, mais la Mauritanie fournit l'essentiel du bétail des grandes cérémonies religieuses au Sénégal. C'est un secteur donc de l'élevage aussi qui est extrêmement dynamique et qui participe donc à l'évolution positive de l'économie mauritanienne. Pour une fois, cette embellie n'est pas seulement tirée par les industries extractives, mais plutôt par les secteurs tels que l'agriculture, la pêche, la construction ou encore les services de télécommunication. Un début de diversification dans un pays trop dépendant de son sous-sol. On peut bien noter effectivement au-delà de l'industrie extractive, la forte propension de la pêche. Le secteur de la pêche est un secteur extrêmement dynamique. Mais au-delà aussi de ce secteur-là, il faut noter que les pays du Maghreb déversent beaucoup de produits en Mauritanie. Et donc le commerce frontalier est extrêmement dynamique et favorable. En outre, il est prévu un décaissement de $22 millions par l'institution de Bretton Woods dans le cadre d'une facilitation
facilité élargie de crédit de 158,4 millions de dollars accordés à la Mauritanie en 2017. Les banques et établissements financiers sont restés fermés ces 24 et 25 octobre 2019 au Mali. Les travailleurs du secteur ont observé une grève pour réclamer l'application de l'augmentation salariale proposée par le patronat en 2019. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Le syndicat national de banques et établissements financiers du Mali observe 48 heures de grève, ce depuis jeudi 24 octobre 2019. Au nombre des revendications figure la révalorisation de leur salaire conformément aux engagements pris par le patronat. Le syndicat déplore les promesses non tenues de la part du patronat. Le gouvernement, le CNPM et l'INTM se sont entendus sur des augmentations sur le secteur public. Ces augmentations ont une valeur indiciaire qui ont été évaluées en termes de pourcentage. En 2014, c'était 20%. En 2019, c'est 19,5%. Et en 2021, c'est 11% que l'INTM a obtenu, que l'État a accordé aux travailleurs du secteur public. Ce qui a été obtenu doit être transposé au niveau du secteur privé. Cette grève a perturbé le quotidien de certains citoyens qui n'en étaient pas informés. Leur seul recours n'est autre que les guichets automatiques. Ça peut porter préjudice à ceux qui ne sont pas informés et qui ont besoin de leur argent. Forcément, ça a des conséquences car tous n'ont pas de carte magnétique. J'étais venu faire un retrait, mais je ne savais pas qu'ils étaient en grève. Ça me met dans une situation inconfortable et vraiment cela tombe mal. On estimerait le manque à gagner autour de 3 milliards de francs CFA pour ces 2 jours de grève. Les grévistes projettent une autre action de 72 heures si les revendications ne sont pas satisfaites. La poésie au service de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La 3e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan a pris fin ce 26 octobre et à l'approche de la présidentielle de 2020, les participants ont voulu mettre l'accent sur l'importance de la réconciliation. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. À un an de la très attendue présidentielle ivoirienne d'octobre 2020, avec son lot d'incertitudes, certains écrivains, poètes se mettent au service de la cohésion sociale quand on sait qu'élection rime souvent avec violence. À travers des vers, Maker Eti et Koneka Enoch par exemple font la promotion de la réconciliation des cœurs mais aussi du visible et de l'invisible pour une harmonie dans la vie. La poésie s'adresse directement au cœur et à l'âme. Et donc dans une société comme la nôtre, qui sort des guerres et qui est en attente des élections en 2020, plus les gens sont empreints de poésie, moins il y aura de turbulences. La poésie c'est le beau et je pense que le beau va avec le bien. Une guerre c'est pas le beau, hein? La haine c'est pas le beau. Le beau c'est l'amour, le beau c'est la réconciliation, le beau c'est le partage. Autrefois genre majeur de la littérature, la poésie est désormais un genre mineur en Côte d'Ivoire selon des écrivains. Sur les 700 écrivains que compte officiellement le pays, moins du tiers s'adonne à ce genre. Le Festival international de la poésie d'Abidjan, FIPA, se donne une décennie pour rehausser la poésie. C'est de faire d'Abidjan la capitale de la poésie africaine d'expression française. Je veux vulgariser la poésie pour faire de la poésie la reine des genres. Différents prix ont été décernés aux acteurs de la poésie à travers ce festival, dont le Grand Prix de la poésie africaine d'expression francophone à Maker Eti. Notons que la Guinée était le pays à l'honneur de la 3e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan. C'était un reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.